Bonsoir, bienvenue sur ce direct du 20 mars. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier, puisque en fait, je vais lire le livre que j'avais écrit sur l'assassinat de JFK. Je n'ai pas un mérite exceptionnel à avoir écrit ce livre, c'est juste que j'ai condensé le travail de plusieurs personnes, que j'ai simplifié, que j'ai écarté les thèses qui semblaient les moins crédibles. Voilà. Mais pour ceux qui suivent un peu ma chaîne et qui suivent un peu mon travail sur Kennedy, ça vous permettra de comprendre notamment, par exemple, bonsoir à ceux qui arrivent, ça vous permettra de comprendre, par exemple, le trafic du corps et la substitution du corps qui s'est passé à bord d'Air Force One. Donc, le livre s'appelle L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, un coup d'État toujours en cours. Voilà. Je vais lire, hein, je vais me contenter de lire et de commenter en même temps. Donc, note préalable. Les sites internet spécialisés, les ouvrages ou interviews dont les articles ou passages ont été repris ici ont fait l'objet d'une vérification solide. Ils seront mentionnés en référence. Effectivement, si vous suivez un peu mes vidéos, je ne fais jamais trop de références, vous savez, quand on écrit un bouquin, on fait des notes de bas de page. Mais là, quand j'ai écrit le bouquin, eh ben, il y a toutes les références, toutes les notes de bas de page. C'est un travail sérieux. Voilà. Quand je fais des directs sur YouTube, je ne peux pas faire ça. Je fais juste des analyses et des raccourcis. Donc, je continue. Euh, Wikipédia est une source d'information qui peut être contestable et qui, par ailleurs, n'est pas mue par une complète innocence culturelle et historique. Mais les extraits tirés de Wikipédia ont été ici vérifiés et seuls les travaux de mise en ligne sérieux ont été repris dans l'exposé à suivre. L'objectif de cet ouvrage a été en outre le fait d'apporter des informations exclusives, de mettre en relation différents travaux séparés d'experts reconnus ou indépendants et de les simplifier pour aboutir à un tout cohérent et permettre une meilleure lisibilité dans cette affaire. Voilà. Alors bien sûr, pour mieux comprendre, c'est nota bene, pour mieux comprendre les parties relatives à l'opération d'assassinat qui a eu lieu sur le Dealey Plaza de Dallas, il faut se référer aux plans et aux images de fin d'ouvrage. Parce qu'effectivement, dans l'ouvrage, il y a plein de photos et il y a notamment les photos de la scène de crime. Donc, le sommaire est composé de 15 parties plus le complément. Alors, la première partie, c'est le contexte. La deuxième partie, c'est la version Warren. La troisième partie, c'est consacré à la commission HSCA. La quatrième partie, c'est Lyndon B. Johnson. La cinquième partie, Lee Harvey Oswald. La partie 6, c'est les anticastristes. La partie 7, le Secret Service. La partie 8, c'est le nombre de tirs. La partie 9, c'est le corps du président retouché pour maquiller les véritables tirs. La partie 10, c'est les responsables. La partie 11, c'est Cléchaud, Louis Mortimer Bloomfield et les réseaux mondialistes. La partie 12, c'est les assassinats de personnalités antinucléaires militaires dans les années 60. La partie 13, c'est la piste du Mossad et les intérêts israéliens. La partie 14, c'est pourquoi Kennedy a-t-il été assassiné. Et la partie 15, c'est la conclusion, l'assassinat de JFK, De Gaulle et mai 68, les liens avec la politique actuelle. Et en complément, il y a les films de la tragédie, les mafias impliquées, les morts suspectes liées au coup d'État, les informations additionnelles et la carte du Dealey Plaza, et puis toutes les sources. Et ça, c'est page 95 à 126. Parce que voilà, en fait, il y a 127 pages dans l'ouvrage. Alors évidemment, je ne vais pas lire les 127 pages, peut-être euh, aujourd'hui, mais je vais me concentrer sur des pistes qui pourraient vous intéresser parce que je ne les ai pas développées plus que ça et que ça peut rester flou quand j'en parle dans les directs. Voilà. Donc, la première chose, c'est que JFK a été assassiné dans l'État du Texas le 22 novembre 1963. Alors, donc, on commence par la première partie, le contexte. Le contexte, c'est l'hystérie anticommuniste anglo-saxonne qui est au centre du problème. On peut déjà déblayer le terrain au niveau des débuts des années 60 et du mandat de Kennedy par l'entremise de la présentation du concept Northwood. Donc, je prends un extrait Wikipédia, hein, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Wikipédia, il y a quand même des choses intéressantes. Donc, et mon travail date de 2016. Hein. Le livre que j'ai écrit, là, c'est 2016-2018. Voilà, entre 2016 et 2018. Donc, qu'est-ce que c'est que l'opération Northwood? C'est un projet d'opération militaire clandestine sous fausse bannière destiné à manipuler l'opinion publique.
Il s'agissait de blesser ou tuer des citoyens américains en masse pour ensuite accuser les Cubains et envahir leur pays. Conçu par des chefs de l'état-major américain de leur propre initiative, ce projet d'opération fut proposé à l'exécutif américain en 1962, donc sous l'administration Kennedy, qui le rejeta. Il ne fut jamais mis à exécution. Donc l'opération Nord-Sud a été élaborée dans le contexte de la guerre froide au début des années 60. Deux événements majeurs contrarient la puissance américaine. La première, c'est la révolution cubaine qui conduit Fidel Castro au pouvoir à La Havane le 1er janvier 1959. Le régime qui met en place nationalise de nombreuses activités possédées par les Américains. Alors ça, si vous suivez mes directs, quand je vous dis que la mafia juive et la CIA blanchissaient de l'argent avec des bordels et des casinos à Cuba, ça, c'est de ça qu'on parle là actuellement. Ensuite, il y a l'échec, la deuxième chose qui contrarie les Américains, c'est l'échec du débarquement de la baie des Cochons le 17 avril 1961. L'opération est désavouée par Kennedy, qui vient d'être élu à la présidence. Il renvoie 3 membres de la direction de la CIA, donc le fameux Allen Dulles. L'autre que je mentionne assez souvent, c'est Charles Cable. Et ensuite, il vire aussi Richard Bissell. Voilà. Donc ces deux échecs de la politique extérieure américaine, dans un intervalle de temps réduit, conduisent de nombreux responsables politiques et militaires à accuser le président Kennedy de passivité et d'incapacité à gérer la crise. Donc peu après ces deux événements, Kennedy met en place un groupe spécial élargi chargé de concevoir et d'organiser la lutte anticastriste. Il est composé de Robert Kennedy, donc le frère du président, attorney général. Là, je parle en anglais. Après, je vais le traduire quand même. Et là, je vais mettre du logiciel de traduction avec mon ordinateur qui rame un peu. Parce qu'on ne va pas se contenter de prendre les termes en anglo-saxon. Bon. On peut traduire ça par un procureur général. Voilà. Il a été mis à la justice. Le général Maxwell Taylor, conseiller militaire, George Bundy, conseiller national pour la sécurité, Dean Dusk, secrétaire d'État, Alexis Johnson, conseiller assistant, Robert McNamara, secrétaire à la défense, Roswell J. Patrick, conseiller assistant, John McCone, directeur de la CIA, et le général Lyman Lemnitzer, chef d'état-major interarmé. Alors lui, il a un profil particulier. Le général Lemnitzer, c'est le spécialiste des actions secrètes et le général Loris Norstad, qui est commandant des forces américaines en Europe, ils protestent tous les deux, donc Lemnitzer et Norstad, contre la passivité du président et tiennent la CIA pour responsable du fiasco cubain. Ils imaginent alors un stratagème capable de forcer la main au président Kennedy et de le contraindre à une intervention armée à Cuba. Ils décident alors de présenter le plan, œuvre du général de brigade William H. Craig, intitulé Northwood, au groupe spécial élargi. Donc, le plan conçu par Craig consiste à faire subir des dommages aux biens et personnels américains civils et ou militaires suffisamment importants pour susciter une forte indignation dirigée contre Fidel Castro et son régime. Ainsi, il était prévu de lancer des rumeurs en utilisant des radios clandestines, faire entrer des Cubains alliés en uniforme dans la base de Guantanamo, simuler des émeutes près de l'entrée de la base, faire exploser des munitions à l'intérieur de la base et provoquer des incendies, saboter un avion et des navires de la base de Guantanamo, bombarder la base avec des obus de mortier. Il était par ailleurs envisagé de couler un navire de guerre américain dans les eaux territoriales cubaines avec la présence proche de navires ou avions cubains aux fins d'amputation, simuler des funérailles pour les fausses victimes, mener une campagne terroriste communiste cubaine contre les exilés cubains de Floride en organisant des attentats contre eux. On allait même jusqu'à leur infliger des blessures dans des cas à publiciser largement, couler réellement ou en simulation une embarcation de réfugiés fuyant le régime castriste. De faux agents cubains auraient été arrêtés, contraints aux aveux afin d'exhiber des preuves et des bombes auraient explosé dans des endroits bien choisis. De faux documents compromettants préétablis auraient été diffusés. Violer l'espace aérien d'États voisins avec de faux avions cubains, simuler la destruction d'un avion charter d'une compagnie aérienne détenue en sous-main par la CIA, dont les passagers des étudiants en vacances auraient été transférés dans un avion militaire, puis le drone
serait allé exploser vite sur Cuba tout en envoyant des messages radio indiquant une attaque par un chasseur cubain. Donc ça ressemble un peu à du pré-11 septembre. En plus de ces projets, le ministre de la Défense avança plusieurs idées d'opération, telles que l'opération Coup vicieux, qui envisageait un possible accident du vol Mercury, devant envoyer dans l'espace John Glenn et prévoyait de rendre les Cubains responsables à l'aide de prods préfabriqués établissant des interférences électromagnétiques, mais c'est juste électronique. Conscient de la difficulté dans un État démocratique comme les États-Unis, entre guillemets, on va dire, de maintenir le secret de telles opérations, l'état-major interarmes insistait sur la nécessité de limiter la participation de personnes de totale confiance. Le 13 mars 1962, le plan est présenté au groupe spécial élargi siégeant au Pentagone par le général Lemnitzer en personne. Malgré les menaces proférées par ce dernier, Robert McNamara rejette le projet dans sa totalité. Ensuite, le président Kennedy refuse également d'autoriser la mise en œuvre du projet et il perçoit le général Lemnitzer comme un anticommuniste hystérique soutenu par le complexe militaro-industriel. Il tient ferme la ligne définie par son prédécesseur, lequel avait mis en garde Kennedy lors de son discours de fin de mandat. Et là, on parle de Dwight Eisenhower dans Farewell Address le 17 janvier 1961, quand il dit dans les conseils de gouvernement, nous devons prendre garde à l'acquisition d'une influence illégitime, qu'elle soit recherchée ou non par le complexe militaro-industriel. Le risque d'un développement désastreux d'un pouvoir usurpé existe et persistera. Nous ne devrons jamais laisser le poids de cette conjonction menacer nos libertés et les processus démocratiques. Nous ne devons rien considérer comme acquis. Seule une vigilance et une conscience citoyenne peuvent garantir l'équilibre entre l'influence de la gigantesque machinerie industrielle et militaire de défense et nos méthodes et nos buts pacifiques, de sorte que la sécurité et la liberté puissent croître de pair. Voilà. Ça, c'était l'avertissement de Dwight Eisenhower avant le mandat de Kennedy. Donc, des comptes rendus de réunion de haut niveau du 16 mars montrent un rejet net de la part du président Kennedy. Suivent 6 mois de relations hostiles entre l'état-major interarmes et l'administration Kennedy. Lemnitzer est finalement remplacé par Kennedy en septembre 62, avant de rejoindre un nouveau poste en remplacement du général Norstad à l'OTAN. Il donne l'ordre de détruire toute trace du projet et Robert McNamara conserve un exemplaire dans ses archives, a pu préserver donc la trace, si vous voulez, documentée de ce projet. Et c'est comme ça qu'on sait que le projet Northwood, et on connaît la mentalité des hystériques anticommunistes de l'État profond américain par le fait que McNamara a conservé dans ses archives, effectivement, cette proposition du projet Northwood qui a été refusée par Kennedy et McNamara, et dont je viens de vous expliquer un peu le fond de l'histoire. Alors, je fais une parenthèse et j'arrête de lire quand je dis ça, mais pour je vous parle de cet aspect-là, parce que il y a aujourd'hui effectivement Trump qui a décidé de rendre public les derniers documents dans l'assassinat de JFK. Je vous avoue que moi, j'en attends pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de documents qui ont été qui ont disparu, qui ont tout simplement été détruits ou trafiqués, et que comme il y a le projet du Grand Israël est impliqué là-dedans et que Trump n'est pas découplé du projet sioniste, on le voit encore avec le fait qu'il bombarde les Yémen pour Israël, là, en fait, il y a peu de chances que ça aille jusqu'au bout dans l'étude, en réalité, de ce que cache l'assassinat de JFK. Je fais aussi cette sortie pour compléter la simplification que font des personnes intéressantes comme Guyeno ou Jacques Beau, qui vont directement à la piste israélienne en écartant systématiquement la CIA, le FBI, les militaires, les mafias, et l'aspect de l'Amérique raciste également, des milliardaires du pétrole, les notables du Texas. Et donc, ça vous permet, si vous voulez, parce que c'est intéressant ce que disent Guyeno et Beau, avec la piste, effectivement, de James Jesus Angleton, de l'assassinat de Bernadotte et de Ben Gourion et du nucléaire israélien, évidemment que c'est inclus, mais comme ils omettent, si vous voulez, tout un contexte et une partie de l'histoire de l'Amérique à ce moment-là qui permet de comprendre l'assassinat de Kennedy, ça vous permettra de compléter. Moi, je ne marche pas sur les plates-bandes des gens que je viens de nommer, c'est juste que je donne une version qu'ils occultent et qui me semble incontournable dans le sens qu'aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine, si vous suivez ce que je suis en train de dire sur la guerre froide et sur l'anticommunisme arabique et le côté du nucléaire de l'époque, si vous voulez, vous pouvez faire la transposition avec notre époque contemporaine et le conflit en Ukraine.
puisque les Ukrainiens sont financés par l'État profond américain, enfin jusqu'à Trump en tout cas, contre la Russie. Et c'est la même trame avec le même État profond américain qui, à l'époque de Kennedy, faisait la même chose en réalité. Et Kennedy, en voulant arrêter la guerre froide et en changeant d'orientation, était en travers de cette espèce de projet qui s'inscrit dans l'histoire, où la guerre froide, en fait, était une étape corrélée au projet du Grand Israël. Voilà. Donc, et vous remarquez que je prends bien soin de parler de l'OTAN, du général Lemnitzer et de cette folie du nucléaire que Kubrick a abordé dans Le Docteur Folamour, parce que effectivement, quand Kennedy demande des comptes au programme nucléaire israélien, il faut bien comprendre que quand Lyndon B. Johnson va le remplacer, la première chose qu'il va faire, entre autres, hein, c'est de réalimenter économiquement et militairement le programme israélien. Alors que Kennedy était en train de couper les aides et demander des comptes au programme nucléaire israélien. Le programme nucléaire israélien n'est que le bout de tableau d'une imposture collective et de ce qu'on peut appliquer, ce que certains rabbins appellent la lutte des coqs, ou le combat des coqs, si vous voulez. On peut dire que ça s'inscrit là-dedans et que la mascarade, si vous voulez, de l'État hébreu et de son côté militaire n'est que la retranscription de la mascarade des autres. Hein, dans leur fuite en avant colonialiste pro-technologique militaire, en réalité, le bout de tableau, c'est la partie israélienne qui y correspond. Voilà. C'est pour ça que tout est lié. Alors, on passe à la deuxième partie, qui est la version Warren. Bon, c'est la version la plus simple à aborder parce qu'elle est totalement improbable. Voilà. Donc, après le meurtre du suspect principal, Harvey Oswald, dans l'assassinat euh, euh, par Jacob Rubenstein, hein, dit Jack Ruby, qui était un malfrat notoire lié au milieu mafieux. Alors, lui, il était lié à la mafia juive, mais il était aussi, il travaillait aussi de manière très proche avec la mafia italo-américaine et la CIA. Donc, le nouveau président Lyndon Johnson prit la décision de contrôler les investigations en cours sous l'autorité d'une commission d'enquête fédérale. Donc, la commission Warren fut donc créée par décret présidentiel le 29 novembre 1963, soit 7 jours après l'assassinat de JFK à Dallas. Elle est présidée par Earl Warren, ancien gouverneur de Californie, alors président de la Cour suprême des USA, qui lui donna son nom. Voilà. Et vous remarquez que dans ce direct d'aujourd'hui, on va travailler dans la précision avec les dates, les références, contrairement au direct que je fais d'habitude. Mais c'est parce que là, je lis le livre. Voilà. Donc, la liste des membres de la commission. Donc, John Sherman Cooper, sénateur républicain du Kentucky. Richard Russell Jr., sénateur démocrate de Géorgie. Al Box, élu démocrate de Louisiane. John McCloy, administrateur de la Chase Manhattan Bank, de la Fondation Rockefeller et diplomate de haut rang. Allen Dulles, ancien directeur de la CIA, est remercié assez rapidement par Kennedy suite à diverses affaires de népotisme. Donc, je vais parler d'Amérique du Sud où il faisait des coups d'État en utilisant la CIA pour ses affaires. Je reviens sur l'expression République bananière qui vient du comportement d'Allen Dulles. Et il a fait beaucoup d'opérations hasardeuses et immorales dans le cadre de la lutte anticommuniste. Ensuite, Gerald Ford, élu républicain du Michigan et futur vice-président et président, qui admettra plus tard avoir volontairement modifié les descriptions des blessures présentées dans le rapport de la commission pour rendre la thèse de la balle unique plus plausible. On notera que beaucoup des personnes qui composaient cette commission étaient issues d'anciens États sudistes et ségrégationnistes, la Louisiane, le Kentucky, qui à l'époque de la guerre de sécession étaient pourtant revendiqués par l'Union. Et la Géorgie aussi fait partie de ça. Alors je dis ça parce qu'il y a une culture. Pour comprendre les États-Unis, il faut voir le film Naissance d'une nation de Griffiths de 1915. Et il faut comprendre, si vous voulez, quels étaient les États confédérés, quels étaient les sudistes et les nordistes, et comment les mentalités sont restées prégnantes. Et c'est pour ça que les responsables politiques qui viennent de certains États à connotation sudiste auront bien souvent, alors là, dans la version qui est proposée dans le livre, une tendance anti-kennedienne, dans le sens que Kennedy, en tant que démocrate, était l'aile réformatrice de cette Amérique plus traditionnelle, si vous voulez. Voilà. Et on parlait d'Allen Dulles. Hein. Donc,
c'était le frère cadet de John Foster Dulles. Il était secrétaire d'État des États-Unis du gouvernement Dwight Eisenhower et actionnaire principal de la United Fruit Company. Et sa carrière au sein de l'État américain n'a cessé d'être émaillée de conflits d'intérêts personnels et familiaux dus à sa participation à la vie de grands groupes industriels internationaux, ainsi qu'à la carrière de son frère John Foster Dulles, qui travailla lui aussi pour ces grands groupes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dulles est le chef de la station de l'OSS, ancêtre de la CIA, à Berne, en Suisse. Et de là, il fournit à son gouvernement des informations concernant l'Allemagne nationale-socialiste. Parmi son réseau d'informateurs, il a un atout, son vieil ami Thomas McKittrick, le président américain de la Banque des règlements internationaux à Bâle, un point clé dans les réseaux de l'argent transnational qui a contribué à maintenir l'Allemagne dans les affaires pendant la guerre. Voilà. Alors, est-ce que j'ai été clair dans ce passage-là? Je reprends, c'est une parenthèse sur le profil d'Allen Dulles dont on parle souvent. C'est le frère cadet de John Foster Dulles. Il était secrétaire d'État des États-Unis sous Eisenhower de 53-59. Il était actionnaire principal de la United Fruit Company, qui était une société bananière influente dans les républiques bananières d'Amérique latine. Sa carrière au sein de l'État américain n'a cessé d'être émaillée de conflits d'intérêts personnels et familiaux dus à sa participation dans la vie de grands groupes industriels internationaux, ainsi qu'à la carrière de son frère, qui lui aussi a travaillé pour ces groupes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est le chef de station de l'OSS à Berne en Suisse, et de là, il fournit à son gouvernement des informations concernant l'Allemagne nazie, nationale-socialiste. Parmi son réseau d'informateurs, il a Thomas McKittrick, président de la Banque des règlements internationaux à Bâle, un point clé dans les réseaux de l'argent transnational qui a contribué à maintenir l'Allemagne dans les affaires pendant la guerre. Pourquoi je reviens sur cet aspect-là? C'est parce que Dulles, on va le retrouver à signer un document de soutien au groupe lié au national-socialisme allemand en Ukraine. Voilà. C'est pour ça que je dis que là, on met le doigt sur l'état profond qui, dans l'anticommunisme, se perdure jusqu'à aujourd'hui dans la guerre en Ukraine contre la Russie. Voilà. C'est ça que Kennedy, quelque part, essayait à son niveau, à son époque, au niveau de la guerre froide, de la crise des missiles de Cuba. C'est ça que Kennedy essayait de bloquer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Trump, aujourd'hui, même si c'est un cran en dessous et qu'on n'est pas dans le même rapport que Kennedy, essaye également d'aplanir les choses avec les Russes. Et il est opposé à cet état profond. Ce n'est pas pour rien que le fait qu'il essaye de sortir les dossiers Epstein et le côté JFK va de pair avec sa volonté d'aplanir les choses avec les Russes et de se départir de l'influence de l'Angleterre, comme Kennedy, d'un certain sens, voulait le faire. Maintenant, je pense que Trump, la manière dont Trump veut le faire n'est pas aussi marquée que celle de Kennedy, qui lui allait directement demander des comptes à Israël et au programme nucléaire israélien. On voit bien que Kennedy est à un niveau supérieur dans le rapport à Israël, si vous voulez, si on compare avec Trump. Voilà. Donc, dans le contexte de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, Allen Dulles désire contrer l'avancée du communisme en Europe. Et pour cela, il va promouvoir l'unité européenne. Alors là, on s'intéresse à la politique et à la compréhension de ce que c'est que l'Union européenne. Outre le financement des organisations fédéralistes européennes par le biais du Comité américain pour une Europe unie, des auteurs tels que Christophe Deloire et Christophe Dubois considérèrent qu'Allen Dulles entretenait des relations directes avec les protagonistes principaux de la construction européenne, comme Jean Monnet et Robert Schuman. Certaines actions d'Allen Dulles sont plus controversées. Sous couvert de protéger les intérêts américains, donc politique du New Look, il renverse des gouvernements démocratiquement élus dont il pense qu'ils s'allieront peu ou prou au bloc soviétique. Ainsi, au travers d'opérations secrètes, il fait emprisonner le premier ministre d'Iran, Mohamed Mossadegh, en 1953, puis le président du Guatemala, Jacobo Arbenz Guzman, en 1954, également élu démocratiquement. Dans le cas de Mossadegh, il s'agit de donner le pétrole iranien à la British Petroleum, et c'est là qu'on voit le lien avec l'Angleterre, si vous voulez, dont on a beaucoup de mal à le cerner dans l'assassinat de Kennedy et dans le rapport que la politique intérieure et extérieure des États-Unis, si vous voulez, on a beaucoup de en général, on a beaucoup de mal à voir l'influence anglaise, si vous voulez. Ben là, on commence un peu à l'entreapercevoir avec ces familles comme les familles Dulles, qui sont protestantes et qui sont reliées aussi à la vieille Angleterre. Dans le cas d'Arbenz, il s'agit d'empêcher une taxe d'entrée en vigueur sur les bananes exportées par United Fruit Company. Quand je vous disais République bananière, le fait de faire des coups d'État avec la CIA pour leurs affaires, là on est en plein dedans, c'est l'explication.
Donc, plus précisément de 53 à 54, l'opération PB Success, conjointement menée par la United Fruit Company, dont rappelons-le, Dole, c'est le principal actionnaire, et la CIA, lui permettent donc de renverser Guzman en Amérique du Sud. La CIA paraît ainsi davantage servir les intérêts financiers de grands groupes plutôt que la démocratie et la liberté. Donc, je lis le bouquin pour que vous compreniez, si vous voulez, mes directs bruts sur l'assassinat de JFK. Voilà. Dulles a par ailleurs promu l'opération Mockingbird, dont le but était d'infiltrer et de contrôler les médias américains pour voir parfois l'opinion internationale. Il n'y a pas que les Américains, ils ont également eu la main dans les médias internationaux. C'est pour ça aujourd'hui que tous les médias occidentaux sont alignés sur la même propagande pratiquement. Voilà. C'est aussi après sa nomination à la tête de la CIA que naîtront des projets tels que MK-Ultra, avec des recherches secrètes sur le contrôle mental des individus, menées par un certain Sidney Gottlieb, dont j'ai déjà parlé, et dont Guéhenno a déjà parlé dans l'histoire de l'assassinat de Bobby Kennedy et l'histoire de la manipulation du Palestinien chrétien Sirhan Sirhan. Donc, le livre continue en faisant le lien, et il sera directement fait allusion à ce dernier. Donc, on parle de Gottlieb, dans l'assassinat quelques années plus tard de Robert Kennedy, le frère de John. En effet, selon l'auteur Guéhenno, qui reprend le travail de l'avocat William Pepper, l'assassin désigné Sirhan Bishara Sirhan, né palestinien à Jérusalem sous mandat britannique en 1944 avant la fondation d'Israël en 1948, et utilisé de manière contemporaine comme le symbole des prémices du terrorisme contemporain, puisqu'il était un anti-israélien revendiqué, pourrait avoir été victime d'une opération d'hypnose élaborée dans le cadre de ses programmes secrets. Voici ce qu'affirme Laurent Guéhenno. Entre 2008 et 2012, l'avocat William Pepper a réuni des éléments nouveaux sur la base desquels il réclame la révision du jugement de Sirhan, en vain. Par exemple, sur la base de 60 heures d'interview avec Sirhan, le docteur Daniel Brown, spécialiste de l'hypnose et de l'amnésie traumatique, conclut catégoriquement que Sirhan, qui appartient à la catégorie des hautement hypnotisables, a agi sous l'effet d'une subjection post-hypnotique. Son geste de tirer n'était ni sous son contrôle volontaire, ni même avec connaissance-conscience, mais résultait probablement d'un comportement automatique hypnotique sous contrôle coercitif. Je rappelle que ce n'est pas lui, en plus, qui a tué les balles qui ont tué Bobby Kennedy ne provenaient pas de l'arme de Sirhan Sirhan. Voilà. C'était un policier qui était derrière Bobby Kennedy. Durant ses séances avec le docteur Brown, Sirhan a réussi à se souvenir avoir été au moment des faits en compagnie d'une jeune femme qu'il désirait intensément avant de se retrouver soudain dans un stand de tir avec une arme qu'il ne connaissait pas. Selon Brown, Sirhan a réagi à un indice hypnotique spécifique donné par cette femme d'entrer en mode stand de tir, auquel Sirhan répondit automatiquement et involontairement avec le flashback d'être en train de tirer sur un stand de tir avec des cibles circulaires. Pepper découvrit par la suite que quelques jours avant les faits, Sirhan s'était rendu accompagné d'un homme non identifié dans un stand de tir d'entraînement de la police dont il a signé le registre. Il est parvenu à se souvenir de que son instructeur portait une moustache tombante. Et là, on pense tout de suite à William Joseph Bryan Jr., qui était impliqué effectivement dans ces programmes de manipulation. On sait depuis les années 70 que la CIA se livrait à des expérimentations sur le contrôle mental dans le cadre du fameux programme MK-Ultra, placé sous la direction donc, de Gottlieb, qui n'était pas un ancien nazi, national-socialiste, mais un fils d'immigrants juifs hongrois. Voilà. Les équipes du docteur Gottlieb cherchaient à répondre à des questions telles que un homme sous hypnose peut-il être forcé à commettre un meurtre? Des soupçons particuliers pèsent sur l'hypnotiseur William Joseph Bryan Jr., qui travaillait pour l'Air Force et s'était rendu célèbre pour avoir résolu par hypnose l'identité du tueur en série surnommé l'étendreur de Boston, Albert DiSalvo. Bryan se vantait souvent de cet exploit. Selon 2 prostituées dont il louait les services, il se serait aussi vanté d'avoir hypnotisé Sirhan. Or, parmi les lignes incohérentes écrites par Sirhan dans son cahier, qui reconnaît être écrite de sa main, mais qui ne se souvient pas avoir écrite, on trouve ceci: God help me, please help me, salvo, dissalvo, die, dissalvo. Bon. C'est un indice que Sirhan est passé entre les mains expertes de Bryan l'hypnotiseur.
D'autres pages du même cahier font penser à une forme d'écriture automatique sous suggestion hypnotique. Ma détermination, entre guillemets, c'est ce qu'il a écrit, ma détermination à éliminer RFK devient de plus en plus une obsession inébranlable. RFK doit mourir. RFK doit être tué. Robert F. Kennedy doit être assassiné. RFK doit être assassiné. Robert F. Kennedy doit être assassiné avant le 5 juin 68. Robert F. Kennedy doit être assassiné. Je n'ai jamais entendu, 3 petits points, payez s'il vous plaît à l'ordre de 3 petits points, fermez les parenthèses. Voilà. Donc, Siran aurait tué Robert Kennedy parce que ce dernier était favorable à la vente de 50 bombardiers à Israël. En réalité, une fois de plus, ici, tout tient de l'inversion. Le frère de Kennedy, pas plus que ce dernier, n'était pro-israélien. En fait, on pense qu'ils ont manipulé un Palestinien chrétien pour stigmatiser le monde arabe et, si vous voulez, victimiser Israël. Voilà. Donc, c'est typiquement un meurtre sataniste dans le sens inversé, c'est-à-dire d'utiliser des gens qu'on est en train d'éliminer et qui sont en train de disparaître au profit d'une entité malsaine qui ne fait que monter sur l'inversion, si vous voulez. Voilà. Moins de 5 ans avant sa candidature à la présidentielle, Robert Kennedy n'avait pas été, dans le gouvernement de son frère, un ministre de la justice pro-Israël. Il avait soutenu une procédure dirigée par le sénateur William Fulbright du Senate Committee on Foreign Relations visant à faire enregistrer l'American Zionist Council comme agent étranger soumis au Foreign Agent Registration Act de 1938, ce qui aurait limité considérablement son influence. Après la mort de JFK, l'AZC échappa à cette procédure et se renomma l'AIPAC. Tout bien considéré, rien ne permet de penser que Robert Kennedy promettait d'être un président ami d'Israël. Son frère ne l'avait pas été, et la famille Kennedy, fièrement irlandaise et catholique, était connue pour sa judéophobie. Durant la campagne de John, en 1960, le Herut, parti sioniste de Menahem Begin, avait exprimé l'inquiétude que le père Joe ait injecté quelques gouttes de poison de l'antisémitisme dans l'esprit de ses enfants, y compris son fils John. Parce qu'on a essayé de faire croire que Robert Kennedy était un sympathisant d'Israël. Tout est inversé dans ce satanisme. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous voulez comprendre un peu le profil d'Oswald et la manipulation et le meurtre, il suffit de regarder de manière contemporaine, puisque c'est la même ligne, le meurtre de Navalny ou l'histoire des Skripal, hein, où des gens qui travaillent pour l'Occident sont utilisés contre Poutine, et quand ça ne marche pas, on les assassine en accusant Poutine du coup, si vous voulez. C'est exactement la même mentalité, ou l'affaire Skripal, hein, qui sont passés du côté britannique et on les a empoisonnés en faisant passer, si vous voulez, la tentative d'empoisonnement sur le dos des Russes. Hein. Et c'est là qu'on voit que, et c'est en Angleterre, et c'est là qu'on voit que les services anglais, Israël et les services israéliens, les services américains travaillent de connivence et ont toujours les mêmes méthodes. C'est ce que j'essaye de mettre en perspective dans mon travail sur l'assassinat de Kennedy. Parce que, comme je dis, ce n'est pas parce qu'il y a Israël impliqué dans l'assassinat de Kennedy que la CIA et le FBI sont écartés, ou les militaires du pro-nucléaire anticommunistes. Voilà. En définitive, ce n'est que par une magistrale hypocrisie que le Jewish Daily Forward peut écrire le 6 juin 2008 en nous souvenant de Bobby Kennedy, souvenons-nous non seulement de ce pourquoi il a vécu, mais aussi de ce pourquoi il est mort, la valeur précieuse de la relation entre l'Amérique et Israël. Là, on a vraiment de l'usurpation et de l'imposture complète. Voilà. Alors, on revient au profil d'Allen Dulles, hein, puisqu'on parlait d'Allen Dulles. En tant que directeur de la CIA, Dulles est aussi impliqué dans un projet d'assassinat de Patrice Lumumba en 1961, le Premier ministre du Congo. Dulles aurait mal interprété la volonté du président Dwight Eisenhower. Pendant le mandat de John Fitzgerald Kennedy, Dulles fait face à des critiques grandissantes. L'échec de l'invasion de la baie des Cochons à Cuba et de plusieurs projets d'assassinat qui, dans le cas de Cuba, utilisent la mafia et des Cubains anticastristes comme recrues pour éliminer Fidel Castro, par exemple dans l'opération Mangouste, ainsi que le financement de régimes pro-américains en Iran et au Guatemala, qui étaient largement perçus comme brutaux et corrompus, minèrent la crédibilité de la CIA. Dulles est finalement renvoyé par Kennedy. Après l'assassinat de ce dernier, le nouveau président Lyndon Baines Johnson engagea donc tout naturellement, et c'est de l'ironie,
Dulles comme l'un des 7 membres de la commission Warren. Malgré sa connaissance de plusieurs projets d'assassinat par la CIA, la mafia et les anticastristes envers Castro ou d'autres, dans aucun des documents qu'il remit aux autorités durant la commission d'enquête qui se déroula de 63-64, Dulles ne mentionna ces faits. Voilà. Je fais une petite pause pour vous demander, puisque vous suivez ma lecture, est-ce que le fait que je lise le bouquin est fastidieux ou est-ce que y a un rythme, est-ce que c'est tenable, si vous voulez, d'écouter ce direct où je lis un livre? Est-ce que vous pouvez me donner un retour là-dessus? Parce que je ne me rends pas compte. Moi, je lis et je ne sais pas si le fait que je lise ou quoi qu'est-ce, en fait... Bon, ça semble être positif. Merci, Neymar. Donc, je vais continuer. Je ne vais pas lire les 127 pages du bouquin, hein, mais je vais lire une partie. Peut-être que je ferai d'autres directs pour compléter, pour aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, on peut faire une petite parenthèse sur la commission Warren et rajouter, là c'est écrit, la commission, pour revenir à elle d'une manière plus précise, est assistée dans ses travaux par de nombreux conseillers. Par exemple, Arlen Specter, qui devient par la suite sénateur de Pennsylvanie, travailla comme juriste pour cette dernière. Il est à l'origine de la théorie de la balle magique qui aurait voulu qu'une seule et même balle ait causé les blessures non fatales de JFK et du sénateur John Kennedy, assis devant. La balle en question aurait touché John Fitzgerald dans le dos, serait sorti par son cou, puis aurait continué sa course dans l'omoplate droit du sénateur et aurait causé, en suivant une trajectoire qui deviendra de plus en plus improbable, la perforation du poumon droit du politicien texan avant d'aller fracturer son poignet droit, de ricocher vers l'intérieur et d'érafler un de ses os de la jambe gauche. Dans une interview téléphonique effectuée depuis la baie des Castors dans le Colorado, dans Beaver Creek, Ford, quant à lui, se défendit des modifications qu'il avait apportées au rapport d'autopsie. Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec une conspiration, je l'ai fait dans un souci de précision. Pour autant que l'on se penche sur les détails des modifications effectuées, on est en droit d'être choqué. On changea l'emplacement de l'orifice de la balle du cou de Kennedy de quelques centimètres vers le bas, alors que Kennedy présentait une blessure un peu plus haut. Dans le rapport Warren, celle-ci se situe en bas du cou. Alors, ça permet en fait d'une part de faire coïncider la trajectoire supposée de la balle unique du dos au cou de JFK pour ensuite aller vers l'omoplate droite de Kennedy. Et d'autre part, ça permet aussi de maquiller le fait qu'une balle était entrée dans le dos de Kennedy au niveau constaté pour ressortir plus haut au niveau du cou. L'angle de la trajectoire par rapport au sol serait bien moindre alors qu'Oswald était supposé être au 6e étage. À noter que le 6e étage pour les Américains correspond au 5e pour les Français puisque le rez-de-chaussée n'existe pas pour les USA. Alors là, je le redis pour être plus clair, en réalité, l'autopsie montre, le médecin légiste, il y a une interview je crois que c'est Holmes qui s'appelle, enfin c'est présent sur ma chaîne, le médecin qui a fait une des autopsies explique bien qu'il met le petit doigt dans l'orifice de la balle du dos, mais que ça ne va pas plus loin que la première phalange, et que donc la balle du dos ne traverse pas et ne passe pas dans le cou. Mais pour faire croire à la balle magique, en fait, ils ont trafiqué effectivement l'endroit de l'orifice, parce que ça fait, pour que ça soit du 6e étage, il faut que ce soit une trajectoire descendante. Or, le tir au cou et le tir dans le dos montraient des trajectoires qui n'étaient pas descendantes. Donc, il a fallu descendre la trajectoire du devant pour faire coïncider le tir du dos avec devant en faisant une trajectoire descendante. Voilà pourquoi ils ont trafiqué, si vous voulez, les orifices de devant et pourquoi Gerald Ford a fait cette espèce de manipulation. Et c'est confirmé par George Bush quand il est aux funérailles de Gerald Ford, où il le confirme en disant, en se moquant de ce qu'il appelle les complotistes et des gens qui cherchent la théorie du complot, à démasquer le complot, si vous voulez. Il explique bien que Gerald Ford a mis le doigt sur les rapports d'autopsie et que du coup, ils n'arriveront jamais à comprendre ce qui s'était passé. En fait, c'est de ça que parlait George Bush le père quand il se moquait des gens qui cherchaient à comprendre le complot. Voilà. Comme ça, vous savez un peu plus vous êtes un peu plus dans le secret, si vous voulez, des détails de l'assassinat de JFK quand on aborde ce genre de choses, ces éléments. Donc, la balle magique est censée avoir été tirée par Oswald du 6e étage du dépôt de livres, avoir touché Kennedy dans le dos, être ressortie par le cou dans une phase descendante,
puis avoir été taper Connelly, qui est devant Kennedy, dans l'omoplate droit, et ressortir par le poumon droit, puis après ça va taper dans la main, dans le poignet de Connelly, ça ricoche et ça va finir dans son fémur. Voilà. Donc la balle magique a fini dans le fémur de Connelly, d'après la théorie de la balle magique. Hein, vous voyez, donc c'est une balle qui fait un Z. Elle tape, elle sort là, elle va taper Connelly devant, elle va ricocher contre la portière pratiquement, et elle va ensuite dans la jambe. Bon, j'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça. Hein. C'est tellement improbable, la théorie de la balle magique, que c'est facile à démasquer. Voilà. Sachant que, et on le verra plus tard dans le détail, c'est qu'au moment où ils disent avoir trouvé la balle magique sur un brancard, elle est toujours dans le fémur de Connelly, elle n'a pas été extraite, si vous voulez. Les médecins ne l'ont pas encore extraite, ce qui voilà, montrer à quel point c'est ridicule. Bon, l'enquête de la commission a duré 10 mois. 552 témoins ont été entendus et étudiés, et les rapports de 10 agences fédérales. Les audiences se tinrent en grande majorité à huis clos. Les témoins avaient cependant la possibilité de demander qu'elles soient rendues publiques. Il n'y a que 2 témoins qui ont émis ce souhait. Voilà. À peu près 400 personnes ont travaillé pour la commission et elle aurait coûté aux alentours de 10 millions de dollars. La commission a rendu son rapport le 27 septembre 1964, donc soit 5 semaines avant les élections présidentielles. Le rapport était constitué tenant des conclusions de l'enquête en 26 volumes, regroupant les témoignages et les pièces d'élection recueillies pour un total de 16 000 pages. La commission a conclu qu'elle n'avait pu trouver aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un complot et que Lee Harvey Oswald fut le seul coupable de l'assassinat. Pour rétablir définitivement la culpabilité d'Oswald, la commission Warren s'est basée sur 8 preuves qu'elle jugea incontestables. Le fusil de marque Mannlicher Carcano avec lequel les coups de feu ont été tirés appartient à Oswald et était en sa possession. Lee Harvey Oswald a apporté le fusil le matin du 22 novembre 1963 au dépôt de livres scolaires du Texas. Lee Harvey Oswald se trouvait à la fenêtre d'où les tirs sur la Lincoln Continental présidentielle sont partis. Oswald a tué l'agent de police de Dallas Jefferson Davis Tippit. Lee Harvey Oswald s'est opposé à son arrestation en sortant un revolver. Lee Harvey Oswald a fait des déclarations mensongères à la police. Lee Harvey Oswald a tenté d'assassiner le général Edwin Walker. Lee Harvey Oswald était en capacité physique et mentale de se servir d'un fusil pour abattre le président Kennedy. On reviendra sur le profil des général Walker et de l'agent de police Tippit. Donc Walker a présenté sa démission sous la présidence d'Eisenhower, qui l'a refusé. Il a ensuite à nouveau présenté sa démission au président Kennedy, qui lui l'a accepté. Ségrégationniste, interné de force en asile psychiatrique par Robert Kennedy pour avoir fomenté des émeutes anti-noirs, membre de la société d'extrême droite John Birch, il était proche du milliardaire raciste Hunt, du gouverneur Connelly et de Lyndon Johnson. Il s'est lancé dans une carrière politique, mais fut arrêté à plusieurs reprises pour attouchement sexuel, dont une fois sur un policier en civil. L'histoire de la tentative d'assassinat sur Walker par Oswald ne tient pas la route, sauf mise en scène douteuse. Quant à Tippit, lui aussi faisait partie de la John Birch Society, ce qui rend également suspicieux cette histoire de meurtre par Oswald. En effet, en 90, peu avant la sortie du film JFK, un Américain de 29 ans a fait affirmer que son père, Roscoe White, mort en 71, un policier de Dallas, avait fait partie d'un commando de 3 agents de la CIA qui avait assassiné Kennedy. Il lui aurait révélé ses faits sur son lit de mort. Lee Harvey Oswald aurait fait partie du complot mais n'aurait pas tiré, aurait servi de bouc émissaire. White aurait également abattu Tippit. Alors il l'aurait fait avec Jack Ruby. Ça, on en reparlera. Le profil de Roscoe White était en réalité que c'était un agent de la CIA et un tireur d'élite. Il faisait partie des 10 meilleurs tireurs d'élite des forces armées américaines. Il s'est en fait engagé dans la police de Dallas en septembre 63 et la quittera en mars 64. Après l'attentat, Roscoe White et Tippit quittent le Dealey Plaza dans une voiture de police par le parking derrière le Grassy Knoll. Ils iront ensuite faire un arrêt devant le logement d'Oswald où ils signaleront leur présence par 2 coups de klaxon. On avait dit à Oswald d'aller attendre les 2 policiers dans le cinéma pour être évacué. Voilà pourquoi il s'y est rendu sans tarder. Je parle d'Oswald. Ensuite, Tippit, qui conduit la voiture, ira dans la rue qu'on lui a indiquée pour y attendre Oswald.
On lui a dit d'évacuer White et Oswald en les conduisant hors de la ville, d'où ils seraient après transportés par avion hors du pays par David Ferry, anticastriste pédocriminel, dont on a une photo avec Oswald au lac Pontchartrain dans la formation militaire d'Oswald. Arrivés dans la rue en question, les deux hommes descendront de la voiture pour attendre Oswald et aussi rejoindre Jack Ruby, qui était déjà dans la rue à les attendre. Une fois Tippit sorti de la voiture, il sera abattu par Roscoe White et Jack Ruby, qui vont tous les deux donc tirer sur lui. L'expertise balistique montrera, en comparant les rayures des projectiles, que les balles provenaient de deux armes différentes, mais du même calibre, un 38 spécial. En outre, le policier qui trouva les douilles à terre, indiquant manifestement que l'arme utilisée était un pistolet. Si on avait tiré avec un revolver, les balles seraient restées à l'intérieur du barillet. Pourquoi Oswald aurait retiré les douilles qu'il venait de tirer? Pour faire exprès de laisser des traces pouvant l'incriminer? En interrogation. D'ailleurs, le policier mentionnera dans son rapport les encoches caractéristiques visibles laissées par un système d'éjection de pistolet automatique. Il marquera, selon la procédure, les 4 douilles de ses initiales avec un couteau. Lorsque les douilles reviendront au laboratoire du FBI après expertise, il remarquera que les gravures et les initiales n'y sont plus et refusera catégoriquement de les identifier lorsqu'ils seront entendus par la commission Warren. La commission trouvera la parade en les faisant authentifier par un autre policier. Voilà. Donc là, c'est la partie où on va faire en sorte que Oswald se fasse arrêter par la police pour avoir tué Tippit dans la version officielle, alors qu'on a fait abattre Tippit par Jack Ruby et Roscoe White. Voilà. Ça, c'est une théorie hein, sur ce qui s'est passé ce jour-là, si vous voulez, sur la mise en place de l'opération d'assassinat et ensuite comment on fait arrêter Oswald. Ça, c'est, si vous voulez, parmi les travaux des experts de l'assassinat de Kennedy, c'est une des versions avancées. Je ne garantis pas que ça s'est passé complètement comme ça, mais en tout cas, voilà, tous les acteurs impliqués ici, Roscoe White, Tippit et Oswald font partie de l'opération. Maintenant, est-ce que ça s'est passé comme ça pile poil? Moi, je ne peux pas vous garantir, mais ça paraît tout à fait plausible et c'est pour ça que j'ai retenu cette piste-là. Voilà. On peut aussi ajouter un élément déterminant prouvant que le policier n'a pas menti, donc celui qui a fait des encoches sur les douilles pour prouver que ça ne venait pas d'un système de pistolet automatique, mais d'un calibre 38 spécial. Je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas un expert des armes à feu, donc je vais reprendre. L'expertise balistique montrera en comparant les rayures des projectiles que les balles provenaient de deux armes différentes. Donc il y aurait Jack Ruby et Roscoe White. Et ils auraient utilisé un 38 spécial tous les deux. Le policier qui va trouver les douilles à terre, donc qui prouve que c'était plutôt un pistolet, parce que si c'était un revolver, ça serait resté à l'intérieur du barillet. La question était de poser pourquoi Oswald aurait retiré les douilles qu'il venait de tirer s'il avait utilisé effectivement un revolver. On a l'impression qu'ils ont mis ça exprès pour qu'on suive la trace d'Oswald, si vous voulez. Voilà. Le policier qui va trouver ça va mentionner dans son rapport des encoches caractéristiques visibles par un système laissé. Alors, il va mentionner dans son rapport les encoches caractéristiques visibles laissées par un système d'éjection de pistolet automatique. Et la procédure, c'est de marquer les douilles avec ses initiales au couteau. C'est pour ça que ça permet l'identification des douilles au laboratoire. Mais quand il va regarder les balles après qu'elles aient été expertisées au laboratoire, il va remarquer qu'il n'y a plus les gravures des initiales. Donc, il va refuser de les identifier. Voilà. Et la commission Warren va du coup va refuser le témoignage du policier qui avait marqué les douilles avec son couteau et ils vont trouver un autre policier pour les authentifier. On peut aussi ajouter un élément déterminant prouvant que le policier n'a pas menti concernant le fait que les douilles qui reviennent du FBI ont bien été échangées et ne sont plus les mêmes. Le rapport HSCA, et que nous aborderons par la suite de 79 dans le chapitre sur le code de Tippit, volume 7, page 373, 374, 375, dit que les 4 balles qui atteindront Tippit seront envoyées au laboratoire de la police de Dallas pour expertise, et les douilles retrouvées à terre au laboratoire du FBI. Et les rapports qui reviendront à la suite des expertises seront contradictoires. En effet, le rapport sur les balles dira qu'une des balles provenait de la manufacture Western Cartridge Company et les 3 autres de la manufacture Remington Peters,
tandis que le rapport sur les douilles dira que les 2 douilles provenaient de la manufacture Western Cartridge Company et les 2 autres de la manufacture Remington Peters. Nous avons donc bien la preuve que les douilles ont été remplacées par d'autres et que le policier qui avait gravé ces initiales avait bien dit la vérité. Pourquoi remplacer les douilles retrouvées sur place par d'autres avant leur expertise par le FBI, si ce n'est pour éviter d'avoir un rapport mentionné qu'elles n'ont pas été tirées par un revolver, mais par un pistolet automatique. Voilà. Bon. Ce sont des détails que les experts de l'assassinat ont trouvés. Une autre chose est étrange, le rapport HSIA nous apprend également que le revolver retrouvé sur Oswald est un Smith & Wesson modèle Victory, numéro V50210, calibre 38, et que cette arme avait été rechambrée pour pouvoir tirer des munitions de calibre 38 spéciales. Le canon et le barillet du revolver avaient été réusinés pour pouvoir tirer un autre calibre. On peut alors se demander pourquoi Oswald aurait acheté un calibre 38 pour ensuite se compliquer la vie à faire rechambrer afin de tirer du 38 spécial, au lieu tout simplement d'acheter directement un revolver de ce calibre. Aujourd'hui, nous savons que c'est Ruby qui lui a donné l'arme, et cette technique est une vieille combine de la mafia pour camoufler une arme recherchée qui aurait servi à tuer quelqu'un, étant donné que le canon indique un autre calibre que celui des munitions qui sont tirées. Comme au Texas, tout le monde avait le droit de posséder, d'avoir une arme sur lui. Si l'on recherche un 38 spécial, et si l'on retrouve sur un site un calibre 38, les policiers ne chercheront alors sans doute pas plus loin. Et cela peut permettre, avec de la chance, si le policier n'ouvre pas le barillet, de passer entre les mailles du filet lors d'une fouille en cas d'arrestation ou d'une vérification d'identité. Bon, par ailleurs, l'autopsie sur le corps de Tippit avec 4 orifices de balles montre que les tirs avaient 2 provenances différentes, de face et de côté. Alors là, évidemment, dans le bouquin, il y a les photos d'autopsie de Tippit. Effectivement, on comprend qu'il y a 2 tireurs. Voilà. Donc en 1971, Roscoe White, alors policier toujours en activité, mourra dans l'explosion d'un transformateur électrique, fait qui ne sera jamais éclairci. Il demandera à voir un prêtre, le révérend Jack Burns, qui recevra ses confidences. Donc, chez les protestants, les confessions ne sont pas tenues au secret. White lui avouera être un tueur professionnel et avoir tué plusieurs personnes. Il avouera avoir été l'un des tireurs de Dallas, tiré sur Kennedy et tué Tippit. Voilà. La commission Warren, quant à elle, établit qu'Oswald tira 3 balles en 6,3 secondes du 6e étage du dépôt de livres scolaire du Texas, étage où 3 munitions furent retrouvées, ainsi qu'un fusil, donc le fameux Mannlicher Carcano modèle italien de 1940, peu maniable et peu précis, calibre 6,5 mm. Alors pourquoi il fallait absolument que le fusil soit un Mannlicher Carcano? Parce que c'est le même modèle qui apparaît sur une photo où Oswald tient le fusil et son bon de commande. Il s'agit d'une mise en scène grossière, tout comme le fait qu'Oswald fut photographié à la Nouvelle-Orléans en train de distribuer des tracts pro-castristes. Il fallait une version du tueur pro-communiste à servir au public en pleine guerre froide, au moment où Kennedy s'apprêtait à tendre la main à l'URSS plutôt que de lui faire la guerre. Et c'est là qu'on voit que la CIA est forcément impliquée, parce que la mise en scène dans les magazines ou dans les médias d'Oswald ne peut être que sous le couvert de l'opération Mockingbird et de la CIA et de la manipulation de l'agent Oswald pour le faire passer pour un sympathisant communiste. Je vous ai dit, à la Nouvelle-Orléans, on l'a filmé en train de distribuer des tracts pro-Castro. Il est passé à la télé en prétendant être un marxiste. Et il y a une photo dans un magazine célèbre où il tient le fameux Mannlicher Carcano et le bon de commande. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a fallu expliquer ou faire croire qu'ils avaient tiré ils avaient retrouvé le Mannlicher Carcano au 6e étage du dépôt de livres et que ça l'incriminait, si vous voulez, parce que c'est le même fusil que sur la photo. Or, le Mannlicher Carcano est une daube qui date de 1940, un fusil à culasse. Il n'était même pas, si vous voulez, armé du même côté parce que je ne sais plus s'il était droitier ou gaucher, mais c'était inversé. En plus, dans les analyses, vous savez, quand on prend un type qui a tiré, on lui prend les empreintes sur les mains pour voir s'il a des résidus. Et effectivement, il n'avait rien du tout, Oswald. Hein. Voilà, c'est des trucs qu'il faut savoir sur l'enquête. On pense que le fusil qui a été utilisé était un Mauser, plus un Mauser. Voilà. Mais bon, ça c'est quelque chose que les experts ou les spécialistes de l'assassinat de Kennedy s'intéressent souvent à cette histoire du Mannlicher Carcano. Voilà. Alors, là, je ne lis plus le livre. Je vais le faire de tête parce que j'ai travaillé sur un certain Demorand Shield.
Parce que qui a fait faire la photo avec Mannlicher Carcano? C'est un type au profil très particulier qui fait partie de la CIA, mais qui est russe à la base. De Rothschild est un russe blanc, c'est-à-dire que la révolution bolchevique a fait que certaines familles nobles de Russie ont immigré pour éviter les massacres et se sont retrouvées notamment aux États-Unis. La famille de Rothschild était spécialisée dans le pétrole et elle s'est retrouvée donc aux États-Unis avec leurs collègues élitistes et notamment de Rothschild était un collègue de George Bush le père. Voilà. Il était en tant que russe un agent de liaison de la communauté russe à la Nouvelle-Orléans. Et on sait qu'Oswald a été envoyé en URSS et est revenu avec Marina Oswald et que donc il a servi d'agent de liaison avec Oswald. Et c'est lui, qui était un agent de la CIA et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé pour les nationaux-socialistes allemands. C'est lui qui a poussé, si vous voulez, Oswald à prendre cette photo. Et c'est la femme d'Oswald qui l'explique. Voilà. De Rothschild, dans les années 70, devait faire une interview. Alors là, ça ne s'invente pas. Il devait faire une interview avec un journaliste juif qui s'appelait Epstein. Et il est mort avant l'interview. On l'a retrouvé avec une balle dans la tête. Il disait avant l'interview qu'il était harcelé par des hommes de l'ombre. Et on a la lettre écrite, il a demandé à son collègue George Bush senior, qui était devenu directeur de la CIA entre-temps, de l'aider et de le protéger. Et évidemment, George Bush, le père, qui est impliqué dans l'assassinat au niveau de sa famille et au niveau de son parcours personnel, à un niveau dont on peut discuter le degré, si vous voulez, ne va absolument rien faire pour le protéger, donc il va finir assassiné, et on va conclure à un suicide. J'ai des photos d'autopsie où il a pris une balle dans la tête et il tient un fusil. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire de la manipulation d'Oswald. Parce que tout ce qui est mis en scène à la télé et dans les magazines est tenu par la CIA et l'État profond. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour ceux qui disent que la CIA n'est pas impliquée dans l'assassinat de JFK, ben, il suffit de s'intéresser à Oswald, à de Rothschild, aux photos du Mannlicher Carcano, aux bons de commande, avec les armes commandées, avec le nom Riddle, la provenance du Canada. Et on rappelle que, je ne veux pas faire de raccourci, mais Mortimer Bloomfield est un vendeur d'armes juif canadien, mais il y a aussi des circuits mafieux, il y a la mafia avec les Bronfman. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui remontent aussi au Canada dans ces filières-là, si vous voulez. Les filières de vente d'armes, les exfiltrations des tireurs, et ce genre de choses, il y a des mouvements qui se passent avec le Canada. Voilà. Bon, après, je ne vais pas plus détailler. Mais en tout cas, ceux qui disent que la CIA n'est pas impliquée ne connaissent pas l'affaire, parce que pour faire cette manipulation des photos de magazines connus à la télévision, il faut forcément que ce soit une opération de la CIA. Sans compter qu'on va aborder le profil d'Oswald, c'est un agent de la CIA avec un dossier, avec un numéro de dossier, il est traçable. Voilà. Donc, le premier fusil retrouvé sur place, et cela sera confirmé par les interventions télévisées où les journalistes y feront allusion comme information de dernière minute, était en fait un Mauser. Alors après, ma prononciation de l'allemand, vous m'excuserez, Gauer 43 version tireur d'élite. C'est vrai, quand on regarde le direct à l'époque, si on peut parler de direct, ils parlent tous d'un Mauser qui a été retrouvé au 6e étage du dépôt de livres. Et ensuite, pour le public, ils vont mettre en scène un type qui va montrer le Mannlicher Carcano. Et donc, ils vont changer leur version et on va voir que les journalistes vont changer leur version au fur et à mesure. Et on va passer d'un Mauser qui avait été trouvé à l'origine à un Mannlicher Carcano. En janvier 69, là c'est un extrait du site Actualité de l'Histoire, le blog de Scaramouche, E.R. Walters, shérif adjoint de Dallas, qui avait participé aux recherches dans l'entrepôt du livre et qui sera présent lors de la découverte du Mauser Gauer 43 utilisé par Eladio Del Valle. Alors, dans la piste que je lis là, ils disent que le tireur qui était au 6e étage du dépôt de livres s'appelait Eladio Del Valle et que c'était un des anticastrices. Il fait pour moi aucun doute que Eladio Del Valle était impliqué, parce qu'il a été retrouvé ensuite massacré à coups de machette. J'ai les photos d'ailleurs d'autopsie du type. Voilà. Bon,
Donc, ce shérif adjoint qui a participé aux recherches et qui sera présent lors de la découverte du Mauser, utilisé par Eladio Del Valle, et donc, je vais relire la phrase correctement pour que vous compreniez, parce que, en fait, ce shérif, ce shérif adjoint, il a été abattu par un policier dans d'étranges circonstances. Il y a beaucoup de témoins et de gens qui contredisent la version officielle qui ont été assassinés à l'époque. Walters, donc présent lors de la découverte du Mauser, utilisé par Del Valle, et donc arme qui a été cachée sur les lieux après l'attentat, va être abattu par un policier dans d'étranges circonstances. Charles Mentenzana, qui avait photographié dans le dépôt de livres un autre fusil Coleman Licker Carcano attribué à Oswald, mourra lui aussi d'une crise cardiaque la même année. Vous voyez, c'est pour vous dire que beaucoup de témoins ont été éliminés. Rien que pour ces détails-là, il faut voir. Mentesana, je ne sais pas si je le lis bien, Charles Mentesana. Il y a un article parlant de la découverte des 2 fusils dans le dépôt de livres, un Carcano et un Mauser, interview de l'officier Roger Craig. On peut lire que Glenn King, responsable des relations publiques de la police de Dallas, dira à un reporter que le fait d'avoir trouvé un Mauser a semé la confusion, prouvant bien que la police de Dallas a trouvé le fusil utilisé par Del Valle et l'a fait disparaître. Bon, est-ce que c'était Eladio Del Valle qui était le tireur du dépôt de livres du Texas? Je ne peux pas vous le garantir, mais ça, c'est la piste que j'ai retenue comme point d'ancrage. Après, il faut savoir qu'on a retrouvé l'empreinte de l'auriculaire de Malcolm Wallace, qui était l'homme de main de Lyndon B. Johnson, à l'emplacement où Oswald est censé avoir tiré. Voilà. Ça a été authentifié par un expert. Je ne sais pas si ça doit être mentionné dans le livre, mais en tout cas, j'ai la vidéo où l'expert l'explique. Et que Malcolm Wallace était connu pour être un très très bon tireur. Voilà, il était un agent de la CIA et un très bon tireur. Et il a tué des gens pour le compte de Lyndon B. Johnson avant, comme par exemple, j'en ai parlé ça dans le dernier direct, le type là qui refusait de se laisser corrompre, hein, dans les histoires de captation de foncier par les arnaques de Lyndon B. Johnson. Il y a un type qui a refusé, qui avait découvert le poteau rose, qui a refusé de se faire corrompre, par un certain Billy Solestes d'ailleurs. Et après, donc, du coup, Lyndon B. Johnson l'a fait assassiner par Malcolm Wallace. Il y a eu un procès, une enquête, mais la police était de connivence, donc il s'en est sorti. Comment s'appelle cet homme qui a refusé de se laisser corrompre? Je ne sais pas, on y reviendra plus tard, mais j'en ai déjà parlé, donc il suffit de voir les autres directs et de faire le recoupement. Voilà, le type qui n'a pas voulu se laisser corrompre s'appelait Henry Marshall. Voilà. Ça m'embêtait un peu de ne pas avoir le nom en tête, mais voilà. Alors, je continue le livre. Et là, vous remarquez qu'on est dans l'aspect technique de la planification de l'assassinat. On n'est pas dans là, on n'aborde pas la piste directement israélienne. On aborde, si vous voulez, l'aspect technique de comment l'assassinat a été mis en place par quels éléments, mais on ne dit pas qui sont les commanditaires directement. Pour l'instant, on n'en est pas là. Bon, et on a effectivement les coupures de presse de l'époque qui confirment tous ces éléments-là. Donc là, dans la thèse retenue dans le livre, les tireurs David Sanchez Morales et Eladio Del Valle, anticastristes qui étaient respectivement dans le Daltex Building et le Texas Book Depository, il faut voir le plan à la fin de l'ouvrage pour comprendre, avaient des fusils Mauser calibre 7,92 mm, le modèle Gewehr 43 pour tireurs d'élite, à ne pas confondre avec le modèle 98K réglementaire pour le fantassin de base. Le Daltex Building, en fait, c'est un... Si vous regardez le dépôt de livres du Texas, en fait,
la limousine, elle va faire un virage et elle va passer devant le dépôt de livres du Texas. Mais dans le virage, en fait, vous avez une route qui continue tout droit. Et si vous prenez à la droite de cette route-là, vous avez effectivement le Daltex Building. Et c'est de là que vient, du deuxième étage, visiblement, le tir dans le dos de Kennedy. Et on pense que c'est David Sanchez Morales qui est l'auteur du tir, qui ne va pas dépasser, qui ne va pas passer de l'autre côté du coup, mais qui tape le dos de Kennedy. Et c'est pour ça que le tir est en parallèle en réalité. D'où la difficulté pour la commission Warren et de faire tenir la balle magique sans trafiquer les orifices, notamment de sortie sur le tir de devant. Voilà. Puisque pour eux, ça vient du dépôt de livres du Texas, donc ça vient d'en haut, du 6e étage. Je réinsiste sur ces détails. Les 3 premiers enquêteurs arrivés au dépôt de livres des shérifs fédéraux trouvèrent au 6e étage un fusil Mauser. Ils le remirent à la police de Dallas et rédigèrent même un rapport. Il y a eu d'ailleurs 2 déclarations en début d'après-midi mentionnant que le fusil retrouvé était un Mauser. Quand ils revinrent 1 heure plus tard, ce fusil avait disparu et le maniqueur Carcano était présenté à la presse. C'est le lieutenant Day, officier du Dallas Police Department, qui fera disparaître le fusil Mauser utilisé par Eladio Del Valle du Texas Book Depository. Bon, ça, c'est la thèse du bouquin. Elle n'est pas de moi, hein, c'est celle que j'ai retenue parce que c'est un point de repère, si vous voulez. À la limite, est-ce que c'est important de savoir si c'était Morales, Del Valle, à quel endroit bon, tous les détails comptent, mais là, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une trame. Voilà. C'est pour ça que j'ai gardé cette configuration-là. Il y a l'agent du FBI, Don Adams, qui va confirmer aussi, lui, que le premier fusil retrouvé était un Mauser. La commission a conclu, d'autre part, que l'ensemble des blessures causées aux occupants de la limousine avaient vraisemblablement été faites par 2 balles et qu'un tir avait donc totalement manqué la voiture, mais ne put déterminer quel était ce tir. Que le deuxième tir à avoir causé des blessures avait frappé le président dans le haut du dos, était ressorti par sa gorge et avait vraisemblablement causé des blessures au gouverneur Connelly. Donc ce second point est connu sous le nom de la théorie de la balle magique. C'est important parce que le délai entre les blessures non fatales du président et celles du gouverneur est en réalité insuffisant pour permettre au tireur de recharger. Oswald est supposé avoir tiré à 3 reprises en 6,3 secondes. Le timing est rigoureusement établi selon une chronologie inamovible. Or, aucun expert n'a réussi à reproduire un tel exploit avec le maniqueur Carcano. Ni ceux des chaînes de TV, ni ceux de la commission Warren, et plus récemment, Jesse Ventura, ancien Navy Seals et expert en tir, dans le cadre de son émission Les théories du complot, n'a pas réussi non plus. En outre, Oswald a été vu et identifié ensuite au premier étage en train de boire un coca sans aucun signe d'essoufflement. Voir le témoignage de l'agent du FBI Don Adams avec la journaliste Susan Stratford de Fox 8 News, qui est disponible sur ma chaîne, je crois. Voilà. Vous avez traduit ça en français. Alors, est-ce que ça, c'est totalement vrai? Moi, j'ai vu un technicien fabricant d'armes faire des essais et réussir avec un fusil propre, c'est-à-dire avec une culasse bien huilée, à faire des tirs aux alentours des 6 secondes. Maintenant, il faut savoir que le fusil, parce que je dis ça avec honnêteté, j'ai vu ces tests-là qui ont été faits. Il y a effectivement un technicien qui a réussi à le faire. Maintenant, il faut savoir que l'arme qui avait été utilisée, donc c'était un Mauser, mais le Carcano qu'ils ont présenté était un fusil foireux, vieux et qui était endommagé. Voilà. Et que c'était un fusil qui était impropre à réaliser ce genre de tir, et surtout en 6,3 secondes, c'est improbable. Voilà. Le test qu'a fait le technicien était avec un fusil complètement propre, hein, voilà, sans aucun vice, on va dire. Donc, la théorie de la balle magique avancée par la commission Warren prétend donc que la deuxième balle tirée par Oswald serait entrée dans le dos de Kennedy, en dessous de la nuque, serait sortie par le cou, tac, tac, aurait changé de trajectoire pour ensuite pénétrer dans le dos de Kennedy, ressortir, changer de trajectoire une fois pour toucher le poignet du gouverneur, ricocher dessus, puis terminer sa course dans la cuisse de Kennedy. Bon, il suffit de s'intéresser aux circonstances et à l'heure à laquelle on dit avoir trouvé la balle pour se rendre compte qu'il s'agit d'un mensonge grossier. Le rapport Warren indique que la balle, numéro de pièce 399, a été trouvée sur le brancard du gouverneur Connelly au Parkland Memorial Hospital de Dallas le 22 novembre 1963.
Un document du Secret Service nous indique qu'elle sera remise à l'agent du Secret Service Richard Johnson par O.P. Wright, directeur de la sécurité de l'hôpital de Dallas, 5 minutes avant que Mme Kennedy ne quitte l'hôpital. Jackie Kennedy quittera l'hôpital en même temps que le cercueil contenant le corps de son mari à 14h04. Cela donne 13h59. Et qu'il n'a pas été possible de déterminer à qui était le brancard sur lequel on l'a trouvé. Par un infirmier de l'hôpital qui n'avait pas quitté le couloir où se trouvait le brancard, on aura confirmation que le brancard en question n'a contenu ni le corps de Kennedy, ni celui de Connelly. Voilà, alors là, il faut avoir les documents devant pour le comprendre. Une première chose invalide la découverte de la balle magique. Il s'agit de la conférence de presse des médecins de l'hôpital de Dallas, qui a été filmée et retransmise à la télévision. La conférence débute à 15h18. Après avoir parlé de leur interview sur le président Kennedy et de son décès, les médecins sont interrogés sur les blessures du gouverneur Connelly. Le docteur Clark déclare alors « Il a encore une balle dans la jambe qui n'a pas été retirée. Ce n'est qu'une situation temporaire et elle sera retirée. » Voilà. Selon le rapport Warren, la balle magique aurait fini sa course dans la jambe de Connelly. Alors, question, comment peut-on trouver la balle magique sur un brancard puis la remettre aux alentours de 14 heures alors qu'au même moment, Connelly a toujours sa balle dans sa cuisse? Comment une balle pourrait-elle se trouver en deux endroits différents en même temps? Cela est bien sûr impossible. Et une seconde chose confirme la première. Le rapport médical des médecins de Dallas, qui figure dans le rapport Warren numéro de pièce 392, indique que Connelly sera opéré à 16h, ce 22 novembre 1963, pour la blessure dans la cuisse. La balle était si profondément enfoncée dans la cuisse qu'après l'avoir retirée, il restera un petit fragment incrusté dans le fémur. Là, on a la photo. On a le document qui confirme tout ça. Connelly avait été mis sous anesthésie à 13h et le restera tout l'après-midi. Différents médecins s'occuperont des blessures en plusieurs fois. D'abord celle du poumon, 13h35 à 15h20, puis celle à la cuisse de 16h à 16h20. Et celle du poignet pendant la même intervention de 16h à 16h50. Voilà, donc tout ça, c'est des documents disponibles. Donc, ça montre bien que la balle magique n'est qu'une pure invention, et cela invalide définitivement la théorie de la commission Warren. Pourquoi je prends le soin de détailler tout ça? C'est parce que quand moi je fais mes directs, je raccourcis et je vous dis, voilà, c'est pas possible parce que la balle, elle n'était pas extraite de la cuisse de Connelly au moment où ils ont prétendu avoir trouvé la balle magique sur un brancard. Mais il faut savoir que quand je dis ça, derrière, il y a un bouquin avec toutes les pièces, les preuves et tout le timing et les horaires notés, si vous voulez, les interventions du médecin. C'est pour vous dire que je ne parle pas à l'emporte-pièce quand je parle de l'assassinat de Kennedy, c'est que derrière, il y a un travail avec des faits. Voilà. Donc, pour connaître la vérité, mieux vaut s'en tenir aux témoins présents, les infirmiers de Bethesda. C'est l'hôpital de Bethesda. Ces derniers diront que ce sont bien les agents du Secret Service qui ont amené la balle pour la montrer à Holmes. Le capitaine David Osborne dira même qu'un agent l'a sortie d'une enveloppe Kraft beige. Elle porte bien son nom de balle magique. En outre, sur les 416 témoins présents sur le Dealey Plaza le jour de l'assassinat, 216 seront interrogés par le FBI sur l'origine des tirs. Pour la commission Warren, 52 diront avoir 416 témoins présents sur le Dealey Plaza, 216 interrogés par le FBI sur l'origine des tirs pour la commission Warren. 52 diront avoir entendu un ou plusieurs coups de feu venant du Grassy Knoll. 48 diront avoir entendu un ou plusieurs coups de feu venant du dépôt de vivres du Texas, ce qui est aussi la direction du Record Daltex Building qui se trouve juste à côté. 5 diront avoir entendu plusieurs coups de feu venant du dépôt de vivres du Texas et du Grassy Knoll. 4 diront que les coups de feu semblaient venir d'ailleurs. 37 seront incapables de se prononcer et les 70 restants, on n'en sait rien, étant donné qu'on ne leur a pas posé la question. Petite précision passage, la commission Warren en a carrément récusé 40 pour cause soi-disant de souvenirs erronés. Donc, comme par hasard, c'est 40 qui diront avoir entendu des tirs provenant du Grassy Knoll. Le Grassy Knoll, c'est le terre herbeux, c'est donc la palissade en bois, le muret blanc, qui est sur la droite de Kennedy quand on va dans la direction de Kennedy qui avance. Voilà pourquoi certains disent qu'il n'y aurait que 176 personnes ayant entendu quelque chose. Mais malgré avoir été écartés par la commission Warren, ces 40 témoins maintiendront toujours leur déclaration. Et les 11 témoins se trouvant à quelques mètres de la limousine au moment des coups de feu ne seront jamais interrogés par le FBI. Ils le seront par des enquêteurs indépendants, les autres commissions d'enquête dans les années qui suivent. Et d'autres commissions d'enquête dans les années qui suivent. Donc, ça nous amène à quelque chose que les gens connaissent peu et qui est la commission HSCA.
Donc, en 1976, sous la pression populaire, les gens étaient peu convaincus par le rapport de la commission Warren qui avançait que la thèse du tireur isolé, surtout depuis la diffusion du film d'Abraham Zapruder en 1975, où on voit le mouvement de recul du président suite au tir à la tête, alors qu'Oswald était censé se trouver dans son dos. Même en trafiquant le film, on voit bien qu'il y a un mouvement de recul de Kennedy. Donc, il y a une nouvelle enquête sur l'assassinat de Kennedy qui a été ouverte. Le Congrès américain a mis en place la commission HSCA, The United States House of Representatives Select Committee on Assassination, qui incluait également le meurtre de Martin Luther King. Deux éléments, entre autres, ont permis de justifier la réouverture du dossier. Un agent du FBI de la Nouvelle-Orléans, James Hosty, avait omis de mentionner dans la précédente enquête une lettre que Lee Harvey Oswald lui avait remis avant la tragédie. Par ailleurs, il fut démontré que les cellules de la CIA, qui agissaient parfois sans directive présidentielle, étaient impliquées dans des tentatives d'assassinat de dirigeants étrangers, dont Fidel Castro, Rafael Trujillo, République dominicaine, mort assassiné en 1971, Nguyen Dinh Diem, République du Vietnam, assassiné en 1963, et qui avait mis hors de lui Kennedy, puisque ça a été fait dans le dos de Kennedy, et Patrice Lumumba, Congo belge, République démocratique du Congo, assassiné en 1961. Là, on a effectivement la main de Dulles. Voici ce que dit Gerald Ford, président de 1974 à 1977, et donc qui avait fait partie de la commission Warren dans les années 60, auditionné devant la commission HSCA. Si nous avions eu connaissance de projets ou de tentatives d'assassinat pour une agence du gouvernement fédéral, nous aurions certainement étendu notre enquête à ces organisations et ces projets émanant d'agences gouvernementales. Bon, on voit que Gerald Ford est un peu un faux cul quand il dit ça. La commission parlementaire, le moins qu'on puisse dire, la commission parlementaire rendit ses conclusions en janvier 1979. Il y a eu au moins 4 coups de feu. Donc c'est pour ça que c'est un peu révoltant, c'est qu'on vous parle toujours de la théorie de la balle magique et d'Oswald comme tireur isolé aujourd'hui. Mais depuis 1979, la version officielle, c'est celle de la commission HSCA qui a conclu qu'il y avait au moins 4 coups de feu. Et ils l'ont fait sur la base des enregistrements sonores effectués par la police de Dallas le 22 novembre et présentés dans le cadre de l'enquête. Donc, ils ont, avec les enregistrements sonores, déterminé qu'un des tirs venait du terre-terre-bœuf, en face de la voiture présidentielle, enfin, sur la droite de la voiture, à la droite de la voiture présidentielle. C'est un emplacement qui a été déterminé suite à un travail professionnel d'analyse acoustique. Il y avait donc au moins 2 tireurs. Et donc, il y a eu probablement complot, a conclu la commission, mais ni la CIA ni le FBI ne peuvent y être impliqués de manière certaine. Et pour le cas Martin Luther King, la commission conclut aussi à la probabilité d'un complot. Donc, en fait, la version officielle depuis 1979, c'est qu'il y a eu plus d'un tireur, qu'il y a eu au moins 4 tirs. Et par contre, ils n'ont pas su déterminer qui étaient les tireurs et si le FBI et la CIA étaient impliqués. Donc, ils les ont exonérés. Voilà. Bon, je précise par rapport à ce que j'ai dit, cette commission n'a pas été véritablement révolutionnaire car finalement, si le deuxième tireur ne put être identifié, la culpabilité d'Oswald, ni sur l'assassinat de JFK, ni sur le meurtre de Tippit, n'a pas été remise en cause. Du moins, la culpabilité présumée de l'Union soviétique et de Cuba fut écartée. Voilà, puisqu'au début, évidemment, le côté satanique de la chose, c'est d'utiliser un agent de la CIA anticommuniste qu'on fait passer pour un communiste comme étant le coupable, et donc on met sur le dos de l'URSS en fait le meurtre de Kennedy à l'époque. Parce que Kennedy voulant arrêter la guerre froide, le but pour l'État profond américain est de parallèle avec le projet du Grand Israël et le fait que les Juifs sionistes chouinent parce que Kennedy leur demande des comptes sur le programme nucléaire israélien et que Ben Gurion, par exemple, juge que il en va de la survie d'Israël et qu'évidemment, derrière Ben Gurion, il y a les Rothschild qui accompagnent ce projet sioniste. Et donc, le couple Windsor-Rothschild et donc les services anglais et donc les services américains affiliés aux services anglais. Donc, c'est toute cette mécanique-là que moi, j'essaie de faire apparaître, si vous voulez. Il faut comprendre que le but, c'était de mettre sur le dos des Russes pour continuer la guerre froide et galvaniser la haine, si vous voulez, enfin, c'est plus à la haine de la Russie et à l'anticommunisme, si vous voulez, pour que les gens soient impliqués dans cette poursuite du plan qui cadre au projet du Grand Israël, si vous voulez, la bataille des coqs. C'est un monde inversé de démolition contrôlée. Voilà. Ça poursuit le projet de destruction du monde slave par
le fait que le bolchevisme a été financé par la City et Wall Street pour que par des réformes industrielles, on ait le monde slave qui se coordonne avec le monde occidental dans une unité de la dette judo-bancaire, si vous voulez, chaperonnée par la dette judo-bancaire. Voilà. Et donc, effectivement, comme ce n'est pas des gens de type Trotsky juif qui ont été à la tête de l'URSS, mais des gens qui n'étaient pas juifs comme Staline, ce n'était pas assez dévirilisé et il leur a fallu continuer la destruction du communisme par la guerre froide pour arriver à cette juxtaposition qu'on voit prétendument apparaître dans les années 90 quand l'URSS s'effondre. Et Poutine fait une reprise multipolaire qui bloque, si vous voulez, ce même projet. Et c'est pour ça qu'il continue dans le mimétisme de tous ces groupes sionistes dans la bataille des coqs, la guerre mimétique au travers de l'Ukraine contre la Russie de Poutine. Voilà. Là, vous avez la trame, si vous voulez, vous mettez les choses en relation. Alain Dulles qui finance les groupuscules de Bandera liés au national-socialisme allemand, bien que les Allemands ne les aimaient pas. L'assassinat de Kennedy qui veut arrêter ça, la guerre froide, et le fait que ça se prolonge, du coup, c'était ce plan, jusqu'à aujourd'hui dans le conflit à la Russie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'inversion collective qui remette les choses en cause. Donc il y a un effet de pourrissement et de démolition contrôlée. Voilà. Bon, voilà. Après, Lyndon Ben Johnson. On va arriver à la partie 4. Et là, on se situe à la page 19 du livre, hein, pour vous dire. Voilà. Je vais faire la partie 4 et après, je ferai une pause. Je vais peut-être arrêter le direct et je le reprendrai plus tard pour continuer les autres parties. Je ne vais pas faire le livre en un seul direct parce que ça serait trop fastidieux. Mais on va finir avec Lyndon Ben Johnson et puis on arrêtera là et je reprendrai plus tard. Donc l'implication directe du vice-président d'alors dans l'assassinat de Kennedy était un secret de polichinelle en fait. De nombreuses personnes l'ont impliqué directement. Lors d'une interview filmée le 24 février 1992 pour l'émission A Current Affair, la maîtresse de LBJ à l'époque, Madeleine Brown, se confie à propos du comportement de ce dernier la veille du meurtre. Alors elle dit « Il était furieux, il était d'un tempérament si violent quand il était en colère. » Le journaliste lui demande quels sont les mots exacts qu'il employait. Il m'a attrapé le bras, il avait cette voix sourde et il a dit « Après-demain, ces fils de pute, donc il parle des Kennedy, ne m'ennuieront plus jamais. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. » Donc, l'agent de la CIA et homme de Nixon, E. Howard Hunt, qui fut impliqué et incarcéré suite à l'affaire du Watergate, qui a impliqué Nixon dans l'assassinat de JFK. Je répète, hein, Nixon avait, pour la CIA, géré les équipes d'assassins anticastristes qui étaient dédiées à éliminer Castro, hein, les groupes Alpha 66 et ce genre de choses, avec des références sataniques. Et l'affaire du Watergate, c'est un de ces hommes de main qui va essayer de mettre la main sur les documents pour que Nixon ne soit pas impliqué et que ça ne remonte pas à Nixon, si vous voulez. Ils vont essayer de se débarrasser. Alors, Hunt va être arrêté. Alors, c'est quand, en fait, la communauté juive, en partie, se débarrasse de Nixon parce que Nixon ne suit plus les ordres de la trame dont on parle. Il faut voir comment l'affaire du Watergate est sortie, si vous voulez, et comment certains éléments liés au Mossad et au service israélien ont participé à faire sortir cette affaire. Parce qu'il y a un changement de pouvoir et qu'il faut se débarrasser de Nixon qui ne joue plus le jeu, si vous voulez. Hein. Donc, dans l'affaire du Watergate, Hunt essaye de choper les preuves qui incriminent Nixon dans l'assassinat. Voilà. Et ensuite, ils vont essayer de se débarrasser de Hunt. Ils vont le rater en tuant sa femme, et c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il va les dénoncer, et on le voit ça dans l'émission des théories du complot de Jesse Ventura, où il y a l'enregistrement. Le fils de Hunt va donner les enregistrements, et où Hunt va expliquer en partie, parce qu'il ne dit pas toujours la vérité, parce qu'il faut savoir que Hunt, il a des copains d'extrême droite de l'OS, et il va les couvrir en accusant des mafieux corses. Et je pense qu'il a menti par... comment on appelle ça ? Par c'est pas par solidarité, mais par comment on appelle ça quand on est on couvre des camarades, si vous voulez. Par j'ai pas le terme, mais je pense qu'il a couvert ses collègues de l'OS en impliquant des mafieux corses parce que les mafieux de toute façon ne sont pas des gens considérables et que donc c'était plus facile de faire croire que la piste des mafieux corses était plausible. Mais je pense qu'il a couvert ses collègues de l'OAS, en fait. Enfin bon, bref, je veux pas... J'essaie de lire entre les lignes de la mentalité de ces gens-là et de leur proximité des points de vue d'extrême droite un peu avec l'extrême droite française. Je vais revenir sur le profil de Jean Souêtre
dont on trouve une trace, parce qu'il était le copain d'Edwin Walker, le général dont on a parlé tout à l'heure. On trouve une trace à Houston de Jean Souetre qui va chez le dentiste. Il y a un type qui est arrêté à l'aéroport, qui se barre en France le jour de l'assassinat, et il y a le nom Jean Souetre qui apparaît. Et c'est donc un collègue d'extrême droite, de l'extrême droite américaine, si vous voulez. Le truc, c'est que, je ne sais pas après si Hunt est un type de l'extrême droite, mais la question est de savoir, si vous voulez, comment les gens de l'OS se sont retrouvés là-dedans. Bah, c'est des gens d'extrême droite, ils ont essayé d'assassiner De Gaulle, ils l'ont raté. De Gaulle les a condamnés à mort par contumace, donc ils étaient des mercenaires disponibles pour ça, si vous voulez. Donc c'est tout à fait plausible que les types de l'OS soient impliqués dans l'assassinat de Kennedy, parce que pour les services américains, c'est une très bonne couverture, si vous voulez. Voilà. Et en plus, les militaires français de l'Algérie française sont réputés pour être des gens plutôt doués. Voilà. Et je pense que Hunt, et encore une fois de plus, je n'ai pas le terme, mais par souci de camaraderie certainement, ou par loyauté, a couvert ses camarades de l'OAS en impliquant la mafia, parce que la mafia, tout le monde s'en fout, quoi, quelque part. C'est des moins que rien, on va dire. De leur point de vue. Voilà. Donc, l'agent de la CIA et homme de Nixon, Hunt, qui fut impliqué et incarcéré suite à l'affaire du Watergate, se confia dans une interview testament filmée avec son fils. Il avoua avoir participé à l'opération d'assassinat de JFK, appelée le Grand Événement. Et avant de mourir, voici ses propos concernant El-Midji. Lui, à mon avis, alors ça, vous l'avez sur ma chaîne, hein, vous pouvez y avoir accès. Hein. Je l'ai traduit en français. Donc il dit, lui, à mon avis, il avait une envie urgente et pressante, il avait une envie maniaque et pressante de devenir président. Et il voyait JFK comme un obstacle pour y parvenir. Dans des émissions de Jesse Ventura, qui est un ancien gouverneur du Minnesota, un ancien catcheur, un acteur qu'on voit dans le film Predator, qu'on voit dans le film Running Man aussi. Dans une de ces émissions, là, les théories de la conspiration, celle qui est consacrée à l'assassinat de JFK, où les aveux de Hunt sont révélés, le fils de ce dernier indique que l'agent de la CIA implique Lyndon Johnson directement dans le meurtre, voilà. Ainsi que d'autres présidents comme Nixon, Bush et Ford. Voilà. Lors de son procès, Jacob Rubenstein, dit Jack Ruby, escorté par la police, confia à la volée à un journaliste présent. Je voudrais rectifier ce que j'ai dit à propos du vice-président. Le vice-président, quand je parlais d'Adlai Stevenson, s'il avait été vice-président, il n'y aurait jamais eu l'assassinat de notre bien-aimé président Kennedy. Vous pouvez préciser? La réponse, c'est l'homme qui gère la Maison-Blanche actuellement, donc LBJ. En fait, quand il a été incarcéré, Jack Ruby, en fait, a dénoncé Lyndon B. Johnson, et j'ai traduit ça en français, donc c'est accessible aussi sur ma chaîne. On peut ajouter la révélation de Nixon au journaliste David Frost lors d'une émission de télévision. Nixon raconte ses propos échangés avec l'attaché de presse de l'LBJ. Ça aussi, je l'ai traduit et c'est présent sur ma chaîne. Je parie que le président Johnson ne sera pas ravi d'apprendre qu'il est le suspect principal dans le meurtre, donc on parle de JFK. Alors ça, c'est Nixon qui dit, que il parle au journaliste George Christian. Donc, il lui dit, voilà, je parie que le président Johnson ne va pas être ravi d'apprendre qu'il est le suspect principal dans le meurtre. Et George Christian lui répond, n'en soyez pas si sûr, vous connaissez LBJ, il n'a jamais été être deuxième. Voilà. Donc ça, c'est un aveu quand même à la télévision de Nixon. Voilà. Tout ça, c'est sur mes chaînes, hein. Vous pouvez y avoir accès. Extrait Wikipédia. Peu avant son assassinat, le président Kennedy avait fait part à des confidents, parmi lesquels sa secrétaire particulière à la Maison-Blanche, Evelyn Lincoln, de sa volonté de choisir un autre colistier que Lyndon Johnson lors de l'élection présidentielle de 1964. Johnson était en effet impliqué dans pas moins de 4 enquêtes criminelles. Celles-ci furent classées après l'accession de Johnson à la présidence. C'est-à-dire que voilà, Johnson avait tout intérêt à devenir président et à éliminer Kennedy parce qu'il allait finir en prison pour tous les meurtres qui jalonnaient son parcours politique. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de Malcolm Wallace et du type là, qui refusait de se laisser corrompre pour les affaires de captation du foncier au Texas. Autre extrait, alors ça vient de jfklecomplot.com. Dans le souci de protéger la notoriété de son frère, Robert Kennedy était aussi décidé de se débarrasser de Lyndon B. Johnson, qui trempait, depuis qu'il était en politique, dans des affaires d'élections truquées, des trafics d'influence et de morts suspectes au Texas.
Donc, je reprends l'histoire que j'expliquais tout à l'heure, hein, je la détaille. Le 3 juin 1961, Henry Marshall, un Texan responsable des investissements agricoles, est retrouvé mort dans son ranch alors qu'il s'apprêtait, avec l'appui de Robert Kennedy, à témoigner dans une affaire de détournement de fonds organisée par LBJ et son bras droit Cliff Carter. Alors qu'à l'évidence, il avait été abattu de 5 coups de fusil, le shérif local conclut qu'Henry Marshall s'était suicidé et ordonna d'incinérer son corps sans qu'aucune autopsie n'ait été pratiquée. Dès lors, Clint People, une figure légendaire des Texas Rangers, n'aura de cesse pendant 23 ans de prouver qu'Henry Marshall avait été assassiné à cause du témoignage qu'il s'apprêtait à faire contre LBJ. En 84, suite aux déclarations de Clint Peoples et Billy Estes, qui était chargé d'alimenter la caisse noire de LBJ, le grand jury de Franklin finira par reconnaître l'assassinat d'Henry Marshall, mais sans pouvoir donner suite à cette décision, étant donné que les 3 suspects dans cette affaire étaient décédés, à savoir LBJ, Cliff Carter et un certain Malcolm Everett Wallace. Ce Malcolm Wallace était un tueur à gages qui avait été soupçonné dans l'assassinat de 1951 de John Kinser, joueur de golf professionnel et amant de la sœur de LBJ, Josepha Johnson. Paradoxalement, il fut défendu par l'avocat personnel de LBJ et n'écopa que de 5 ans avec sursis. Malcolm Wallace fut aussi soupçonné de plusieurs autres assassinats commandités par LBJ, dont celui en décembre 1961 de Josepha Johnson, sa propre sœur. En 92, Clint People décédera dans un accident de voiture, pour le moins suspect, une semaine avant de tenir une conférence de presse au cours de laquelle il voulait dire tout ce qu'il savait sur l'assassinat de JFK, et notamment apporter la preuve de la participation de Malcolm Wallace à cet attentat. Enfin, sur la trentaine d'empreintes trouvées au 6e étage du dépôt de livres du Texas, il en est une qui ne sera pas identifiée et qui dormira pendant 35 ans dans les archives de la commission Warren. En 1998, un spécialiste indépendant, Nathan Darby, va affirmer que cette empreinte était celle de l'auriculaire gauche de Malcolm Wallace et que le doute n'était pas permis étant donné qu'elle comportait 14 points de comparaison concordantes. Quoi qu'il en soit, le FBI ne réagira pas et à ce jour n'a toujours pas réagi. Jacqueline Kennedy était convaincue de la culpabilité de LBJ dans l'assassinat de son mari. Elle se confia à l'historien Arthur Schlesinger Jr., qui enregistra ses déclarations sur une bande magnétique. Elles étaient censées n'être dévoilées que 50 ans après sa mort, avant que sa fille Caroline ne décide de passer un accord avec la chaîne ABC pour les révéler plus tôt. Pour finir, on peut ajouter que le principal soutien financier de Johnson, notamment dans les primaires démocrates contre Kennedy, Haroldson Lafayette Hunt, qui était probablement l'homme le plus riche de la planète à l'époque, s'est vanté publiquement d'avoir fait reproduire dans sa propriété une maquette grandeur nature du Dealey Plaza, où Kennedy fut assassiné, pour permettre aux tireurs de s'entraîner. Hunt, à ne pas confondre avec l'agent de la CIA cité précédemment, était personnellement visé par Kennedy, qui voulait voir les riches industriels payer des impôts plutôt que d'utiliser les ristournes gouvernementales pour financer l'opposition. Ce richissime homme d'affaires, qui faisait partie des cercles de l'Amérique raciste, avait prospéré dans des secteurs aussi divers que le coton et le pétrole. Sa famille est aussi célèbre pour avoir tenté de truquer les cours de l'argent après avoir amassé des réserves considérables. Voilà, on finit pour cette partie 4 sur le profil de Lyndon B. Johnson et son lien avec le milliardaire du Texas, la Haroldson Lafayette Hunt. J'en arrête là pour le direct. Là, je reprendrai plus tard et on reprendra la partie 5 avec Lee Harvey Oswald, où on va rentrer dans des choses encore plus intéressantes.